Honorable guests, dear organizers, fellow students. If you take a moment to look around you, you will see students from all around the world. Students from Canada, from Costa Rica, from Ivory Coast, from Ghana, and so on. However, no matter the geographical distance that separates us, we all face similar issues. Issues such as pollution, water scarcity, or even the digital divide don't limit themselves to national borders. Therefore, it is essential to have international cooperation. However, throughout the past couple years, multilateralism seems progressively replaced by nationalism, leading to international fragmentation. Confronted to this, the youth often feel unheard or even left behind. It's in this perspective that Fairmune decided to dedicate the second part of its opening ceremony to multilateralism. Our guest speaker for this part of the ceremony will be Monsieur Leroy. Monsieur Leroy is a French ambassador and former UN Undersecretary General for Peacekeeping Operations. After working as an engineer for around 10 years, he occupied numerous high-powered and influential positions, such as a special representative of the European Union in North Macedonia, Director of Economic Affairs at the Ministry of Foreign Affairs, French ambassador to Madagascar and to Italy, and even the special envoy for the President of the Republic for the Africa Initiative for the COVID pandemic. Monsieur Leroy, thank you so much for being here and for taking time to talk to us today. We are truly honored. Additionally, we wanted to hear from young adults to better understand the youth's view on this issue. It's in this perspective that Fairmune launched a speech competition open to all MUN participants. The amount of speeches sent by students from all around the world shows how motivated and driven our generation is to solve the issue that indirectly impacts us every day. Even if we would have loved to hear from everyone, we unfortunately only have time to hear from 4 young students. Before we dive in, here's a brief overview on how the second part of Fairmune's opening ceremony will unfold. We will start off by hearing from Monsieur Leroy. Following this, I will call up the 4 students. After delivering their speech, Monsieur Leroy will be given time to answer and comment on each one of them. As a quick reminder, please make sure to stay silent and respect each one of our auditors. Monsieur Leroy, la parole est à vous. Bien, merci beaucoup. Donc voilà, je voulais d'abord témoigner de mon plaisir d'être là et de voir tous ces jeunes engagés. Ça fait chaud au cœur de voir que tant de jeunes de 94 pays, comme l'a dit Madame Baudry, qui s'engagent et qui ont envie de prendre les affaires du monde entre les mains, leur destin entre les mains. Ça fait particulièrement chaud au cœur et de défendre en particulier le multilatéralisme et les questions onusiennes, bien sûr. Donc, grand merci aux organisateurs, merci à la directrice générale de nous accueillir, merci à la représentation française pour le soutien, merci à la Dream Team qui organise, et toutes mes félicitations bien sûr à Florence Baudry qui est l'âme de ce Fairmune avec Philippe Launay depuis un grand nombre d'années. Et je dois dire que le thème que vous avez choisi, la crise du multilatéralisme, est particulièrement bien choisi parce qu'il est particulièrement actuel. On voit bien chaque jour les attaques ou les atteintes au multilatéralisme, et y compris ces derniers jours, avec l'opération au Venezuela, dont on ne peut pas dire qu'elle témoigne d'un grand soutien au multilatéralisme. C'était vraiment une opération unilatérale. Et alors, est-ce que ça a donné le coup de grâce au multilatéralisme? J'espère que non, et on est tous ici autour de la table, autour de cette salle, pour convenir qu'au contraire, il faut défendre le multilatéralisme. Et je voudrais d'abord, moi, signaler un paradoxe. Le multilatéralisme est attaqué, alors parfois il a des problèmes de crédibilité, d'efficacité, et c'est vrai pour l'ONU aussi, bien sûr, mais c'est à un moment où en même temps, à mon sens, le multilatéralisme est particulièrement nécessaire, puisque le nombre de défis globaux qui intéressent l'ensemble de la planète sont croissants. Si l'on pense évidemment au climat, à l'environnement, à la biodiversité, aux pandémies, à la lutte contre le terrorisme, à la régulation du numérique, je pourrais nommer encore beaucoup d'autres sujets qu'on appelle des défis globaux, des problèmes globaux sur lesquels, évidemment, aucun pays seul ne peut résoudre. Et évidemment, il faut une coopération entre tous les États pour traiter ces questions. Donc c'est à un moment où c'est le plus nécessaire qu'on entende un certain nombre d'attaques et d'atteintes contre ce multilatéralisme. Alors, je parlais du Venezuela, et c'est vrai qu'en ce moment, ça témoigne peut-être de la part du président Trump un grand soutien du multilatéralisme, mais par exemple, je voudrais signaler que ce n'est pas une position constante des États-Unis.
parce que j'ai le souvenir, lorsque je travaillais auprès de M. Ban Ki-moon, secrétaire général, de la première rencontre qu'il a eue avec le président Obama dans le bureau ovale en janvier 2009. Et là, avant même que le M. Ban Ki-moon ouvre la parole, le président Obama a dit « Comme vous savez, monsieur le secrétaire général, je suis un fervent soutien du multilatéralisme. » Il a employé directement cette expression. Et donc, je suis un soutien de l'ONU, disait le président Obama. Je sais ce que vous avez fait dans beaucoup d'occasions. Il a mentionné en particulier les opérations de maintien de la paix en Haïti. Il a dit, je vais soutenir l'ONU, je vais payer mes arriérés, et ça a été fait. Donc ça, c'était il y a quelques années. Donc c'était, une grande partie des États-Unis sont aussi un très grand soutien du multilatéralisme. Il ne faut pas en désespérer, bien entendu. Alors peut-être maintenant, permettez-moi de rappeler, il y a beaucoup de définitions du multilatéralisme, j'en donnerai une simplement, qui est le mode d'organisation des relations internationales qui comprend la coopération d'au moins 3 États, parce que sinon c'est du bilatéralisme ou de l'unilatéralisme, des coopérations de 3 États qui ont accepté des règles et des principes communs. Je crois que ça, c'est une définition assez large, bien. Et donc ça s'oppose par définition, ça indique que le multilatéralisme, c'est vouloir faire des rapports de droit entre les nations, au lieu que ce soit des rapports de force, et c'est évidemment s'opposer à la loi du plus fort qui peut imposer ses volontés aux différents pays. Alors, et en même temps, le multilatéralisme et la création de l'ONU en 1945 se veulent un peu le préfigurateur et l'organisateur d'une sorte de gouvernance mondiale, qu'on peut être appelé une alliance de droit, de pratiques et d'institutions. Et peut-être, si vous me permettez, quelques mots sur d'où ça vient, cette notion de multilatéralisme, quand on a été créé, l'histoire un peu du multilatéralisme. Alors généralement, les historiens font d'état ça les premières ébauches au XVIIe siècle, et en particulier avec un auteur qui s'appelait Hugo Grotius, qui était un philosophe et juriste néerlandais, qui en 1630 a posé les premières bases du droit international. Il est toujours très intéressant à lire aujourd'hui. Bien. Et ces premières bases du droit international, des rapports entre les nations, ont été utiles très vite après, en 1648, lorsqu'a été signé le traité de Westphalie, qui est un traité qui a mis fin aux guerres entre le Saint-Empire romain germanique et les États protestants et entre les Provinces-Unies des Pays-Bas et l'Espagne, bien, et dans lequel ce traité a établi un certain nombre de principes sur la souveraineté des nations, le respect des frontières, l'établissement des frontières, et ce qu'on a appelé l'ordre westphalien, qui reste encore un peu aujourd'hui. Donc ça, c'était un moment très important. Alors, autre date, bien sûr, après le Congrès de Vienne, 1814, vers la fin des guerres napoléoniennes. À nouveau, il fallait rétablir les relations entre les États en Europe et en particulier les frontières. Et puis, pas moins connue, mais en reste très importante, vers les fins du 19e, 1896-97, les grandes conférences de La Haye, dans lesquelles qui étaient d'ailleurs à la demande de la Russie au départ, et dans lesquelles ont été établies un certain nombre d'institutions qui existent encore aujourd'hui, comme la Cour permanente d'arbitrage, à nouveau pour contribuer à régler les questions entre les nations. Et puis bien sûr, après, surtout dans cet lieu, évidemment, 1919, la création de la Société des Nations. Vous êtes là dans la salle de l'Assemblée générale, c'est évidemment un lieu historique magnifique. Et cette Société des Nations, d'ailleurs je rappelle qu'elle était à l'origine une idée américaine du président Wilson. J'ai encore vu tout à l'heure la plaque au président Wilson devant le bâtiment du Haut-Commissariat aux droits de l'homme. Bien. Et cette SDN, j'en dis un mot puisqu'on est ici, elle a été très décriée parce que c'est vrai que la Société des Nations n'a pas été capable d'empêcher l'arrivée de la Deuxième Guerre mondiale. Néanmoins, elle a eu un grand nombre de succès, de succès très positifs. Alors d'abord, toutes les questions sur les statuts des réfugiés, le fameux passeport Nansen, le retour de tous les réfugiés de la guerre de 14-18. Et puis, elle a aussi fait des médiations très précieuses, alors un peu oubliées aujourd'hui, par exemple entre la Finlande et la Suède sur les îles Åland, par exemple entre le Pérou et l'Équateur, par exemple entre l'Albanie et la Yougoslavie, entre la Grèce et la Bulgarie. Je pourrais citer un grand nombre d'exemples dans lesquels cette Société des Nations a joué un rôle très important, bien sûr. Alors, pour l'histoire, chacun se rappelle qu'en 1933, et le Japon et l'Allemagne ont quitté la SDN, en 1937 l'Italie, et peut-être qu'en 1939, l'Union soviétique a été exclue de la SDN pour avoir envahi la Finlande. Mais en tout cas, la SDN, bien sûr, elle est critiquée, mais je pourrais citer un grand nombre de ses actions. Alors, maintenant, bien sûr, on arrive à la grande étape que chacun connaît, 1945, la création de l'ONU. Il y a des différentes agences, un grand nombre des agences. Et juste après, comme chacun sait, en 1944, la création de ce qu'on appelle les institutions de Bretton Woods, c'est-à-dire la création de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international.
Et je rappelle à nouveau 1945, quand on voit la position actuelle aux États-Unis, 1945, comme la SDN, c'est au départ une idée américaine, et en particulier du président Roosevelt et de son secrétaire d'État aux Affaires étrangères, qui s'appelait Cordell Hull, qui a été ensuite, en 1945, qui a reçu le prix Nobel de la paix pour avoir établi les premiers fondements d'Organisation des Nations Unies, de l'ONU, bien sûr. Alors, je pourrais détailler beaucoup des succès de l'ONU, bien sûr, mais là, il faudrait des heures pour le faire. Je dis simplement, d'une façon très résumée, que beaucoup considèrent que la grande période de l'ONU dans le règlement des conflits internationaux, ça a été non pas la première période de 1945 à 1989, puisque c'était le moment de la guerre froide, et dans lequel l'Union soviétique boycottait beaucoup des actions de l'ONU, et les rapports étaient évidemment très compliqués. Mais en revanche, en 1989, fin de la guerre froide, là, au contraire, le Conseil de sécurité de l'ONU a joué un rôle très important, et j'ai envie de dire, jusqu'en 2011. Les dates que les experts disent se mettent d'accord sur dire la grande période, c'est 1989-2011. 2011, c'était un peu la résolution sur la Libye, dans laquelle le Conseil de sécurité a accepté de donner mandat aux Français, aux Britanniques et aux soutien américains d'intervenir en Libye, mais cette intervention a été jugée très néfaste, en particulier par la Russie. Et depuis ce moment-là, la Russie a, à l'égard du Conseil de sécurité, une attitude beaucoup plus ferme et beaucoup plus fermée. Par exemple, ne serait-ce que sur l'affaire de Syrie, la Russie a mis 17 fois son veto sur les affaires syriennes, y compris quand il y a eu des utilisations d'armes chimiques. Et je dis, dans cette période 1989-2011, quasiment tous les grands sujets internationaux liés à la paix et la sécurité dans le monde passaient devant le Conseil de sécurité, à l'exception de deux. Alors évidemment, deux connus, c'était 1999, l'intervention de l'OTAN au Kosovo, et parce que là, par menace d'un veto russe, l'opération a été faite sans l'aval du Conseil de sécurité, même si par la suite ça a été accepté, validé d'une certaine façon par la résolution 244. Et la deuxième grande opération qui n'est pas passée devant le Conseil de sécurité, c'est l'opération américaine en Irak en 2003, décidée par George Bush. Et à nouveau, là-dessus, c'était la France qui menaçait, la France et quelques autres qui menaçaient de mettre son veto contre cette opération. Et pour des raisons évidemment légitimes. Mais donc là, il y a eu ces deux cas bien connus dans lesquels qui ne sont pas passés dans le Conseil de sécurité. Ça veut dire qu'au contraire, toutes les autres grandes crises internationales de cette époque, ce qui n'est évidemment pas le cas aujourd'hui, sont passées, ont été traitées par le Conseil de sécurité des Nations Unies. Bien. Alors, aujourd'hui, on dit l'ONU perd l'efficacité, de la crédibilité, etc. Le Conseil de sécurité ne fait rien, est bloqué, est impuissant. Moi, je veux me témoigner à l'inverse de ça. Bien sûr, on connaît bien le fait que le Conseil de sécurité n'arrive pas à traiter sérieusement les questions d'Ukraine et de Gaza, les deux grandes crises majeures d'aujourd'hui, les grandes crises médiatiques, mais il en traite beaucoup d'autres. Par exemple, en 2024, sur 57 résolutions qui ont été présentées au Conseil de sécurité de l'ONU, 48 ont été adoptées sur beaucoup de sujets. Donc là, on en parle moins, c'est moins médiatique, mais c'est évidemment très important. Alors, et même dans le cas de l'Ukraine, dans lequel on dit l'ONU est impuissante dans le cas de l'Ukraine, moi je peux signaler, par exemple, c'est le secrétaire général de l'ONU, avec l'accord de la Turquie d'ailleurs, et du Centre pour le dialogue humanitaire qui est juste à côté d'ici, qui a permis l'accord pour l'exportation des céréales ukrainiennes vers l'Europe. À nouveau, c'était un rôle de l'ONU, bien sûr. Et par exemple, bien sûr, le rôle du HCR dans le cas de l'Ukraine, du PAM et de l'UNICEF, c'est évident qu'ils ont joué un rôle majeur. Et même, en particulier, c'est moins connu, mais pour la centrale nucléaire de Zaporizhzhia, dont beaucoup entendent parler, c'est l'AIEA, l'agence encore de l'ONU, qui assure la sécurité. Et c'était vraiment très important de cet agent. Alors ensuite, je pourrais parler bien sûr des opérations de maintien de la paix, puisque j'étais responsable des casques bleus à cette époque, le patron des casques bleus, et il y a beaucoup d'opérations qui ont eu un très grand succès. L'opération en Côte d'Ivoire en 2011, etc. Avant que l'opération intervienne, il y a eu 3000 morts, et depuis, il n'y a eu aucun mort lié à la guerre civile. Et puis, plus récemment, la FINUL, qui est l'opération au Liban, Sud-Liban, entre le Liban et Israël, elle a été critiquée, etc. Mais en même temps, chacun sait bien que, en particulier de 1986 jusqu'à 2023, elle a joué un rôle très très important pour éviter l'escalade entre le Liban et Israël. Et d'ailleurs, même si elle est critiquée, il y a quelques semaines, le mandat de la FINUL a été prolongé à l'unanimité, donc à l'ensemble des pays, l'ensemble des 5 membres permanents, prolongé pour un an supplémentaire à l'unanimité. De la même façon,
en République démocratique du Congo, dans laquelle la situation est toujours extrêmement difficile, beaucoup de violence, etc., avec les différents pays voisins concernés. Eh bien, à nouveau, il y a quelques jours, cette fois-ci, la mission de maintien de la paix de l'ONU en République démocratique du Congo a été prolongée pour un an supplémentaire à l'unanimité des 15 membres du Conseil de sécurité. Pour vous montrer que si les critiques interviennent de partout, il y a en même temps du travail qui se fait, bien sûr, comme ça a été dit d'ailleurs tout à l'heure à propos des agences, bien sûr. Le travail des agences, c'est bien dit. Ne serait-ce aussi un autre sujet, le climat. Je vais très vite, mais c'est évidemment la conférence de Belém qui vient se tenir sur le changement climatique. C'est évidemment une conférence onusienne, de la même façon que c'est à l'ONU. Le sommet de Rio de 1992, c'est encore une initiative de l'ONU, bien sûr. Alors, on pourrait parler des objectifs du développement durable, tout ça, c'est déjà été évoqué, c'est évident, bien sûr. Et même encore récemment, c'est dans le cadre de l'ONU, c'est un peu moins connu, mais a été négocié et approuvé et finalement ratifié l'année dernière, le traité sur la haute mer qui permet, c'est-à-dire un certain nombre de principes sur ce qu'on a le droit de faire dans la haute mer, c'est-à-dire en dehors des eaux territoriales des États et des zones économiques exclusives. C'est à nouveau dans le cadre de l'ONU qu'a lieu cette coopération, bien sûr. Voilà. Alors simplement, je l'ai dit, l'ONU est évidemment critiquée puisque dans les principales crises médiatiques, Ukraine, Gaza, l'ONU est bloquée par des vétos, etc. Alors, le point, et je crois qu'il me semble qu'on est à peu près tous d'accord là-dessus aujourd'hui, c'est que sans réduire à la loi du plus fort, c'est évidemment un recul de la civilisation, de la gouvernance mondiale. Et que pour le moment, je dois dire que chacun met ses idées. Je n'ai pas vu beaucoup, et personne ne voit, de propositions très réalistes et très crédibles de quelque chose pour se substituer à l'ONU. Bien sûr, l'ONU n'est pas parfaite, mais personne n'a une idée sérieuse pour dire qu'est-ce qu'on peut faire beaucoup de mieux que l'ONU, et en particulier la charte de l'ONU. Et donc je crois que ce qui est très important, c'est que l'ONU est là, la dissoudre, ou là où ça serait catastrophique pour un très grand nombre de situations dans le monde. Et donc l'important, c'est non pas de la dissoudre, mais au contraire de la réformer pour qu'elle regagne de la crédibilité et de l'efficacité, bien sûr, même si je l'ai montré, elle est quand même très efficace dans un grand nombre de situations. Et dans la réforme de l'ONU, il y a quelques grands sujets bien connus, qui sont en particulier l'élargissement du Conseil de sécurité de l'ONU, parce que, évidemment, les 5 membres permanents sont ceux qui ont été nommés en 1945, sauf que pour la Chine, c'était en 1945, c'était Taïwan, et que la Chine est devenue membre permanent en 1971 seulement, mais sinon, les autres pays sont ceux de 1945, et donc en particulier, il y a un certain nombre de propositions pour dire qu'il faudra au moins 2 pays africains qui deviennent membres permanents du Conseil de sécurité, bien, alors que pour le moment, il n'y en a aucun. Et par exemple aussi, ce qu'on appelle le G4, 4 pays qui devraient maintenant, compte tenu de leur émergence ou de leur poids en tout cas, devenir membres permanents. Ce sont en particulier l'Allemagne, le Brésil, l'Inde et le Japon. Il y a une proposition dans ce sens pour 2 pays africains, plus ces 4 pays. Alors c'est évidemment ce qu'on appelle un peu un serpent de mer, c'est-à-dire ça fait des années qu'on essaye. Il me semble qu'on progresse dans ce domaine-là, en particulier Afrique du Sud par exemple pour l'Afrique, et puis Inde, ces pays poussent, évidemment, l'Allemagne et le Japon aussi, le Brésil, donc on peut progresser. Autre domaine sur lequel on peut progresser, c'est le veto. Alors on voit bien que si le Conseil de sécurité est bloqué, si l'ONU est attaquée, c'est parce que l'usage du droit de veto est trop important. Je rappelle d'ailleurs les chiffres de l'utilisation du droit de veto depuis 1945. Il y a eu 145 vétos de l'Union soviétique puis de la Russie. Il y a eu 90 vétos des États-Unis, 30 du Royaume-Uni, 19 de la Chine et 18 de la France. Et donc, ça veut dire un nombre très important de droits de veto. Et donc, il y a une proposition du Mexique et de la France pour non pas supprimer le droit de veto, puisque on sait très bien qu'un certain nombre de pays, les États-Unis, la Russie ou la Chine, ne pourraient pas rester aux Nations Unies s'ils n'avaient pas le droit de veto. Donc, on ne peut pas le supprimer totalement, mais en revanche, ce qu'on appelle l'autolimitation du droit de veto. Donc, il y a un texte qui est signé déjà par 106 pays. 106 pays. Je rappelle qu'à l'ONU, il y a 193 pays, et que pour qu'une résolution soit votée par l'Assemblée générale, il faut les 2/3, c'est-à-dire il faudrait 129 pays. Aujourd'hui, il y a 106 pays qui ont signé cet accord pour autolimiter le droit de veto, c'est-à-dire par lequel les membres permanents s'engagent à ne pas utiliser le droit de veto en cas d'atrocité de masse ou de crime contre l'humanité. Bien, ça, c'est un mouvement, et je veux dire que votre génération doit pouvoir pousser ce genre de résolution pour que le veto devienne moins important, bien sûr.
Alors, il y a eu par exemple une petite avancée aussi, ça c'était 2022, qui a exigé que chaque membre permanent qui utilise son droit de veto doit se justifier dans les 10 jours devant l'Assemblée générale. Ça c'était proposé par le Liechtenstein, et c'est un petit progrès, mais évidemment un progrès intéressant. Alors après, on pourrait, je vais conclure rapidement puisque je ne vais pas être trop long, mais donc ce qui reste aussi en dehors de l'ONU et qui est la quintessence du multilatéralisme, c'est ce qu'on appelle les autres multilatéralismes. Forcément, par exemple, pour les Européens, l'Union européenne, c'est évidemment une forme de multilatéralisme. C'est l'endroit où on se met d'accord, on discute ensemble avec des règles et des principes communs. C'est évident, mais c'est vrai aussi pour l'Union africaine, pour l'Organisation de coopération de Shanghai, pour beaucoup d'autres, bien sûr. Et puis, il y a ce qu'on appelle l'émergence des alliances pour le multilatéralisme. Et ça, je crois que ça peut intéresser aussi votre génération. C'est l'idée selon laquelle, dans le monde actuel, évidemment, les États sont très importants, c'est là que les choses se décident, mais il y a beaucoup d'autres acteurs qui ont un rôle très important. Alors, par exemple, les très grandes entreprises, ou par exemple les très grandes ONG, les représentants de la société civile, bien, et que donc, essayons de faire travailler ensemble ces pays, même si les États gardent la dernière voix, mais par exemple, dans ce qu'on appelle le Fonds mondial contre le sida, la tuberculose et le paludisme, le conseil d'administration est représentatif de ce qu'on appelle en anglais des multi-stakeholders, c'est-à-dire beaucoup d'acteurs. Il y a des États donateurs, des États récipiendaires, des ONG, des grandes entreprises, et c'est collectivement qu'est élaborée la stratégie. Donc là, je crois que c'est une piste également intéressante pour votre génération. Voilà. Et alors après, on pourrait dire un mot sur le Venezuela, mais sur la question de guerre légale ou de guerre juste, ça, je garde ça peut-être pour les questions tout à l'heure. Voilà, mais simplement, j'en termine pour vous dire à nouveau, c'est une évidence que le multilatéralisme, c'est la façon d'éviter la loi du plus fort, les rapports de force, et c'est là-dessus, pour le moment, la quintessence, c'est de l'ONU et ses différentes agences, et je crois qu'il faut trouver ensemble pour revitaliser, comme c'était dit tout à l'heure, l'ambition onusienne, comme Madame la disait, et là-dessus, nous comptons beaucoup sur votre génération. Je crois vraiment que votre génération a beaucoup de rôle à jouer, en particulier pour essayer de dissuader vos différents pays de faire des droits d'utiliser leur veto, pour faire des propositions sur différents sujets, pour des propositions de réforme de l'ONU, pour des propositions de réforme des agences de l'ONU, pour donner plus d'efficacité, et que la tendance qu'on entend en général d'un multilatéralisme en panne, je crois que votre présence aujourd'hui et votre génération doit démontrer le contraire. Je vous remercie. Vengo de Costa Rica, un país que a pesar de su pequeña extensión territorial ha logrado grandes cambios orientados al desarrollo y a la libertad, cuyo mandato es luchar porque el pensamiento, la palabra y la acción sean también concordantes con las relaciones internacionales. Sin embargo, actualmente la brecha entre el discurso y la práctica es cada vez más alarmante. El multilateralismo atraviesa una crisis profunda, donde los esfuerzos tomados por las naciones se han limitado a un excesivo unilateralismo, más allá de un verdadero compromiso por el bienestar y la paz duradera en el mundo. Esta dicotomía ha debilitado la confianza entre los estados y las instituciones internacionales. Hoy, en un mundo donde los conflictos son cada vez más frecuentes y el diálogo ha sido sustituido por el egoísmo, es fundamental retomar aquellas ideas pactadas en la Carta Magna de la Humanidad, la Carta de las Naciones Unidas, adoptada en 1945, retomando el compromiso asumido por nosotros los pueblos. Ante las crisis que han definido este último lustro, el mundo observa con gran preocupación el desgaste de los lazos que, en su momento, condujeron hacia la prosperidad, que prometía un orden internacional basado en la cooperación, la protección de los derechos fundamentales y la solución pacífica de los conflictos. Mi intervención no solo es en nombre de mi país, sino también como parte de la juventud, concebida como los arquitectos del mañana, conscientes de la responsabilidad que tenemos de restaurar los principios de la solidaridad e igualdad que definen las bases del multilateralismo, fortaleciéndonos en la expectativa de revitalizar acuerdos e instituciones que las generaciones pasadas han dejado a disposición de la humanidad como un rayo de esperanza para instaurar la paz en el mundo. Más que palabras de inspiración, nuestra misión es contribuir a una guía para la acción concreta. Es así como el papel de los jóvenes se vuelve indispensable para remediar la patología que amenaza el multilateralismo, para disipar esta incertidumbre de que las futuras generaciones no tengan herramientas necesarias para afrontar el futuro que le depara a la humanidad. Solo a través de la cooperación, el diálogo y un sistema verdaderamente basado
en la igualdad y la inclusividad, podremos alcanzar un orden internacional renovado, capaz de responder a los desafíos complejos de nuestro tiempo, un multilateralismo que no sea meramente declarativo, sino operativo, que funciona a partir del respeto genuino a las normas comunes y a la dignidad humana. La juventud no debe ser vista únicamente como espectadora, sino como actor clave en las decisiones globales y la defensa de los derechos humanos. Nuestra generación hereda un sistema internacional debilitado, pero también hereda herramientas y mecanismos diplomáticos que deben ser defendidos y utilizados con responsabilidad. Las personas jóvenes no solo heredan el mundo, lo transforman. En nuestras manos, la cooperación se renueva como un puente que une las naciones y convierte la esperanza en acción. La sabiduría, acompañada de acciones innovadoras, guiará los pasos a los futuros líderes. Aquellos que estén dispuestos a materializar sus ideas con el fin de reconstruir la arquitectura global, como dijo aquella vez nuestro expresidente, el doctor Oscar Arias, ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, porque en Costa Rica no conocemos el miedo a la libertad, nunca dejaremos de confiar en el diálogo. Esta frase, dicha en el año 1986, resulta especialmente relevante ante la situación que afronta la sociedad global. El compromiso por el diálogo debe ser la brújula que guíe el camino de nuestras naciones. Debemos así asegurarnos que el multilateralismo vuelva a ser ese espacio donde la acción conjuntiva prevalece sobre el conflicto. Solo así podremos avanzar hacia un mundo más próspero. Muchas gracias. Je crois que ça a été un exposé absolument remarquable, très clair, qui vient justement d'un représentant du Costa Rica, qui est un pays qui, à ma connaissance, n'a pas d'armée et qui, au contraire, joue un rôle majeur dans la coopération internationale. J'ai bien noté ce que vous dites sur le problème du fossé entre le discours et la pratique. C'est évidemment aux jeunes et à votre génération de critiquer quand les hommes politiques font des discours qui sont éloignés de la réalité, de la pratique économique. Donc on a besoin de la presse et de vos actions pour éviter ce décalage entre discours et pratique, bien sûr. Et donc en particulier, tout ce que vous allez faire, ce qui va ressortir des travaux va être sortir un rapport qui va être donné à la fois à l'ONU, à New York et au directeur des agences, ça me paraît une façon très importante d'agir. Et moi, j'ai bien aimé aussi votre phrase sur dire au Costa Rica, celui que vous avez cité, nous n'avons pas peur de la liberté, nous cessons de croire à la vertu du dialogue. Je crois que ça définit parfaitement le souhait que nous voulons tous d'avoir un multilatéralisme vivant, revivifié et réformé autant que nécessaire. Merci. Ladies and gentlemen, this is Victoria Ball's speech. Hello, Honorable Secretary General, chairs, staff member, delegates, and distinguished guests from all around the world. My name is Victoria Ball, and I am pleased to introduce to you the Toronto Friends School on the behalf of my fellow students. TFS is an international bilingual school located in Toronto, Canada, where students learn in both of our national languages, French and English. With this in place, we have found a way to culturally, socially, and linguistically reunite a country that is otherwise divided by its vast physical expanse and its historical political views. Our school cherishes its motto, individuals who think, citizens who act. Our competitive Model UN has grown in recent years to meet its standard, increasing with less than 11 members in 2020 to over 80 keens and interested students in 2026. With tryouts consisting of several rounds of testing, interviews, and speeches, this includes a new Model UN colleague team that formed last year in hopes of developing skills in collaboration, diplomacy, and political acuity within the younger age groups in our school. TFS has pleased to be invited to Fermune here in Geneva, Switzerland for the second year in a row. Opportunities such as these have expanded our global perspective, interested in the UN initiative, and a desire to make a change in society. It is for this reason that the crisis of multilateralism is particularly pertinent in our world today. Many of the youth here have been born and raised in a majority multilateral society. We have grown up respecting organizations such as the UN, NATO, the European Union, and the World Bank. While these organizations do have good intention, they often have slow responses to rapidly increasing complex issues,
including wars, pandemics, climate change, and economic crisis. While these decisions are documented and publicized through formal resolution mechanisms, the negotiation and process to take place behind closed-door space that remained largely inaccessible to the public, particularly the youth. And one known thing about the youth today is that we expect access to everything instantaneously. Though we were born into a multilateral world, our generation has also developed with the rise of social media and artificial intelligence. In other words, we do not have the patience to wait. All we know is a society with instant responses and answers. As a result, while we have seen and appreciated the hard work that goes into diplomacy and negotiation, we are also skeptical of the number of unresolved crises that will be passed on to our generation. In this sense, through the goal of multilateralism is to obtain peace through shared responsibility, it feels as though responsibility is just being diverted onto the youth today as a problem for us to solve for tomorrow. The crisis of multilateralism is not the nations have stopped believing in collaboration. It is a crisis of timing and credibility. If multilateralism is meant to shape the future, then those living in it must have a say. Despite this frustration, we are an optimistic and resilient generation. It is imperative that we, the youth, perceive and advocate for our beliefs, in this case, a system that recognizes our voice and the potential burdens that will be passed out to us. We can conquer pandemics, geopolitical unrest, climate disasters, and other crises if we are given a seat at the table. This week, Fairmont Conference is a time for us to seize the opportunity to hone our skills in participation and collaboration, to build trust and to prove our ability to make a change. On behalf of the Toronto French School, we wish you all a successful, constructive, and impactful Fairmont 2026 conference. Merci. D'abord rappeler que le Canada a fourni de très grands éléments au système onusien. Moi, j'ai en particulier le mémoire de Louise Fréchette, qui était une secrétaire générale adjointe dans les début des années 2000, qui était une très grande secrétaire générale adjointe des Nations Unies. Ensuite, vous avez touché dans ce discours un point en particulier sur lequel je voudrais insister, c'est, vous avez dit, la question des social media, de l'intelligence artificielle, etc. C'est un des grands sujets qui est en ce moment sur la table de l'ONU. Dans ce qu'elle a adopté en 2024, c'était le pacte de l'avenir. Elle a adopté en même temps ce qu'on appelle un pacte numérique mondial. Parce qu'à mon avis, c'est à votre génération de faire en sorte que cette grande régulation du numérique, les réseaux sociaux et l'intelligence artificielle, qui sont évidemment des questions majeures pour toutes les années à venir, que cette régulation ne soit pas faite par un seul État, mais qu'elle soit faite par une coopération entre tous les États qui ont quelque chose à dire. Et a priori, évidemment, au niveau suprême, par l'ONU, c'est le pacte numérique mondial qui est sur la table et sur lequel, évidemment, on attend votre génération, bien sûr. Alors j'ai bien aimé que Victoria disait bien que votre génération est optimiste et resilient. Ça me paraissait une très bonne idée. Et simplement, un des points qu'elle a souligné et sur lequel je voudrais insister, c'est qu'elle a dit bien sûr que l'ONU et le multilatéralisme doivent s'occuper d'issues très complexes. C'est évident, bien sûr. Alors c'est toujours plus compliqué de discuter à plusieurs que de discuter tout seul, mais je crois que c'est vous qui disiez, monsieur le secrétaire général, ou dans la vidéo. Au contraire, c'est évident que la richesse d'une discussion à plusieurs est très forte. Et en particulier, dans le cas de l'ONU, on peut démontrer très facilement, à contrario, parfois l'ONU est critiquée parce qu'elle n'arriva pas à protéger tous les morts, à empêcher tous les conflits, mais c'est très facile de démontrer, à contrario, quand l'ONU n'est pas là, les catastrophes que ça peut engendrer. Moi, j'ai en tête, par exemple, deux exemples. Lors de son premier mandat, le président Trump a fait arrêter 2 opérations de maintien de la paix, l'une en Haïti et l'autre au Darfour. Dans les 2 cas, en Haïti, ça s'est traduit, l'arrêt de cette mission de maintien de la paix, qui n'était pas faite, ça s'est traduit, comme chacun sait, par l'assassinat du président de la République d'Haïti, des dizaines de milliers de morts, à Haïti, et au Darfour, pareil, il y avait une opération conjointe de l'ONU et de l'Union africaine, toujours arrêtée dans le premier mandat de M. Trump, et chacun voit aujourd'hui, dans la guerre au Soudan, il y a eu des centaines de milliers de morts au Darfour, etc. Donc, a contrario, bien sûr, l'ONU n'est pas parfaite, elle peut être critiquée, mais quand elle n'est pas là, c'est bien plus catastrophique encore. Je crois que c'est une démonstration assez évidente à faire et j'espère que vous en êtes convaincus. Merci.
Honorable guests, distinguished ambassadors, dear organizers, dear teachers, and dear fellow students. My name is Lara Al-Gahtani from Saudi Arabia, and I'm proud to represent l'École Française Internationale de Riyadh here at Farmoon in Geneva. It's a privilege to be here today and to share this space with so many committed and engaged young people. When I first started participating in MUNs, I didn't know what to expect. I thought it was mostly about debates and strict procedure. I quickly realized it was about something much deeper. MUN isn't just about defending a country, it's about seeing the world through someone else's eyes and understanding their perspective. It gave me confidence, not only in speaking, but in expressing ideas while staying open to others. I learned that disagreement doesn't necessarily lead to conflict, and collaboration doesn't mean letting your guard down. These lessons shape us and shape how we think and approach people and ideas. It also led me to envision the creation of our very own model UN right here in Saudi Arabia. It would bring together young Saudis and young people from all around the world. They would share ideas, exchange perspectives, and learn from one another. Dialogue would be at the heart. I began to understand that what we practice in MUN reflects something much bigger: multilateralism and the search for alterity, the willingness to engage with what is different and to understand others before judging them. This idea of alterity is also part of my personal journey. Growing up as a Saudi in France meant being constantly exposed to other cultures, languages, ways of thinking. When I moved back to Saudi Arabia, I continued to study in the French system and had even more privilege of being surrounded by diverse cultures. It taught me to respect this diversity and to see it in a positive light rather than focusing on the differences. My presence here today actually reflects openness and genuine engagement with the world. Le multilatéralisme fait aujourd'hui face à des défis majeurs. La coopération entre les nations est mise à l'épreuve et le dialogue est souvent remplacé par la méfiance et le silence. De notre point de vue de jeunes, c'est préoccupant. Nous grandissons dans un monde confronté à des problèmes qui dépassent les frontières. Le changement climatique, les conflits, les crises sanitaires et les inégalités. Aucun pays ne peut résoudre ces défis seul. Le multilatéralisme nous empêche également de porter des jugements hâtifs sur une nation. Au contraire, il nous permet de comprendre les autres et de considérer leurs perspectives avant de former une opinion. C'est l'essence même de l'altérité. Ce que nous ressentons n'est pas un rejet, mais une frustration. Nous voulons renforcer la coopération internationale et lui redonner du sens. Nous voulons être inclus, être entendus et participer à l'élaboration des solutions. Se faire dire que nous sommes l'avenir ne suffit pas. L'avenir se construit maintenant et nous voulons en faire partie. Dans ce contexte, l'ouverture de l'Arabie saoudite au monde est essentielle. À mesure que notre pays s'engage dans l'échange, les jeunes saoudiens ressentent eux aussi la responsabilité de s'ouvrir, comme moi face à vous. Beaucoup le font déjà à travers l'éducation, les échanges internationaux, l'entrepreneuriat et l'engagement civique. Si le multilatéralisme est en crise, sa reconstruction commence par la conversation, la confiance et l'ouverture à l'autre. Ma génération est prête à assumer cette responsabilité dès maintenant. Comme l'écrivait le philosophe Al-Farabi, لا يستطيع الإنسان أن يبلغ كماله إلا بالتعاون مع غيره. Autrement dit, l'être humain ne peut atteindre sa perfection que par la coopération avec autrui. La différence n'est donc pas un obstacle, mais une condition de l'accomplissement humain. Merci. Merci, je crois que votre exposé est extraordinairement convaincant pour montrer les dégâts de ce que peut faire l'unilatéralisme. C'est très clair que vous l'avez parfaitement indiqué. Alors moi, j'ai bien aimé votre expression sur le « search for alterity ». C'est-à-dire, bien sûr, donc l'écoute de l'autre, bien sûr, la discussion. Je note au passage, vous l'avez souligné, qu'effectivement, ces dernières années, l'Arabie saoudite s'est ouverte de plus en plus au monde et aux autres cultures, bien sûr. Et c'est évidemment très important que toutes les grandes puissances de la planète, qu'elles soient puissances politiques ou puissances économiques, comme l'Arabie saoudite, que l'Arabie saoudite vienne également, soit un des acteurs très importants d'une coopération internationale, multilatérale, bien sûr. Alors, vous l'avez parfaitement dit aussi, les jeunes ne veulent pas seulement être spectateurs, etc., ils veulent participer aux solutions. Donc, ça, c'est à ça que sert ce Farmoon aujourd'hui, c'est de vous aider à préparer des solutions, à les faire connaître par les médias, par les ambassades, ou directement aux agences de l'ONU. Ça a été parfaitement dit. C'est ce que vous avez indiqué sur l'engagement civique, bien sûr, aussi. Voilà, je crois que vous avez été très clair sur le fait que
on ne pouvait pas, vous l'avez parfaitement dit, beaucoup des problèmes, comme je l'avais dit également, aucun de ces grands problèmes globaux, défis globaux, ne peuvent être régulés par une seule nation. Et pour terminer, je voudrais simplement rappeler que je crois qu'on est tous à peu près, je vous donne de rappeler l'intérêt de lire cette charte de l'ONU, qui est donc charte établie en 1945, mais qui est encore, je crois que chacun peut la lire, elle est encore extraordinairement lisible aujourd'hui, elle définit les valeurs sur lesquelles repose le monde d'aujourd'hui, et je veux dire, c'est très difficile pour ceux qui attaquent l'ONU de ne pas être d'accord avec la charte, et je veux dire, même les pays qui attaquent l'ONU, aucun d'eux n'attaque la charte de l'ONU, ils attaquent la mise en pratique, ils ne l'appliquent pas, mais en tout cas, c'est un texte qui reste fondateur. Et quand je disais tout à l'heure qu'il n'y a pas beaucoup d'autres personnes à d'idées réalistes, crédibles pour proposer une autre organisation, c'est en grande partie parce que les valeurs qui sont exprimées, les valeurs et les principes qui sont exprimés dans la charte sont difficilement discutables. Je crois que c'est, avec la Déclaration des droits de l'homme de 1948, ce sont des principes qui s'imposent à tous les personnes de bonne volonté qui veulent au contraire un monde plus pacifique et donc plus coopératif. Merci. Mesdames, Messieurs, honorable présidence, chers délégués, j'aimerais tout d'abord remercier toutes les personnes qui ont rendu possible l'organisation de cette 14e édition du Fairmoon, les élèves, le board, ainsi que l'équipe encadrante qui assure aujourd'hui notre accueil et le bon déroulement de cette conférence. Je m'appelle Cassandre Pimbok-Song, élève en classe de première au lycée français international Jacques Prévert d'Accra, un établissement créé en 1963 qui accueille aujourd'hui plus de 630 élèves de la maternelle au lycée dans un environnement plurilingue et multiculturel. Cela fait 3 ans que notre établissement vit la riche expérience du MUN. 3 ans de débats, de négociations, de participation à des conférences comme le DESMUN à Rabat ou le Fairmoon ici, mais également 3 années d'acquisition de compétences analytiques et académiques. En effet, les simulations de débats aux Nations Unies dans notre lycée s'inscrivent dans une réelle démarche d'apprentissage. À l'amont de chaque conférence, nous apprenons à faire des recherches approfondies et celles-ci nous obligent à sortir de nos certitudes. La rédaction de résolutions nous exhorte d'autre part à proposer des solutions réalistes en lien avec la position des délégations que nous représentons. Le MUN, c'est aussi prendre la parole devant un comité et donc développer notre confiance, notre esprit critique et notre sens de la responsabilité. Mais au-delà des compétences à acquérir, le MUN, c'est également des débats riches en interactions humaines. Des échanges avec des délégués venus d'horizons très variés, le travail collectif, la négociation et les conversations qui montrent que le désaccord n'empêche jamais le dialogue, au contraire, il l'enrichit. Et pourtant, lorsque nous quittons la salle, le contraste avec la réalité internationale est frappant. Au sein de nos comités, le dialogue reste possible, mais à différentes échelles, la coopération se fragilise. Accords rompus ou non respectés, conflits armés, crise climatique ou encore tensions géopolitiques, tout cela révèle d'une réalité préoccupante, la crise du multilatéralisme. Certains États préfèrent favoriser leurs intérêts particuliers au détriment du bien commun. Les mécanismes de l'ONU sont paralysés, le droit de veto est utilisé comme instrument de blocage et les résolutions les plus urgentes restent lettres mortes. On se souvient de Mouammar Kadhafi jetant la Charte des Nations Unies lors de son discours à l'Assemblée générale en 2009. Et ce geste provocateur dénonçait l'illusion d'égalité entre les États, contestait la légitimité du Conseil de sécurité, mais il révélait surtout la forte fragilité des principes qui fondent le multilatéralisme. Nous, les jeunes, observons cela avec inquiétude. Nous voyons le retour des blocs, la montée des nationalismes, l'usage du veto comme instrument de puissance plutôt que de paix, et pendant ce temps, les défis comme le réchauffement climatique, les inégalités économiques et sociales ou encore les conflits armés deviennent globaux et dépassent largement les frontières. Nous craignons qu'un système conçu pour préserver la paix ne s'effrite peu à peu, juste là, sous nos yeux. Mais nous refusons de rester spectateurs. Nous demandons à être entendus, car c'est aujourd'hui que se dessine et se décide demain. C'est pourquoi, en portant la voix de nombreux jeunes, nous demandons plus de transparence dans la prise de décision internationale, un droit international capable de dépasser les intérêts particuliers et un Conseil de sécurité qui protège réellement tous les États, pas seulement les plus puissants.
Comme l'a rappelé l'ancien secrétaire général des Nations Unies, Kofi Annan, la coopération n'est plus un choix, mais un impératif clair. Et c'est cette vérité simple que nous, jeunes délégués, souhaitons rappeler et défendre. Nous croyons encore à la coopération, nous croyons encore en l'ONU, mais nous appelons à une ONU forte et réformée, portée par des États responsables et engagés. Notre génération n'est pas naïve, elle est lucide, elle est prête, et je dirais même qu'elle prend déjà part à la construction d'un monde où le multilatéralisme n'est plus un idéal fragilisé, mais bien un pilier indispensable du maintien de la paix. Je vous remercie. Merci beaucoup, Cassandre, pour ce très beau discours, une fois de plus. D'abord, ça me permet de souligner quand même le rôle extraordinaire de ces lycées internationaux. Alors, Ferney-Voltaire ou tout à l'heure Riyad, maintenant Accra. Je crois que c'est un très bel endroit dans lequel on apprend le dialogue, la coopération et l'échange des cultures, bien sûr. Deuxièmement, sur le Ghana, évidemment, très difficile de parler du Ghana sans évoquer la personnalité que vous l'avez faite de Kofi Annan, qui a été un très, très grand secrétaire général des Nations Unies, qui reste encore extraordinairement respecté. Et c'est d'ailleurs à Accra que se tient le centre Kofi Annan pour le maintien de la paix, qui est un centre dans lequel se forment tous les casques bleus que j'ai visités, qui était un endroit absolument remarquable. Et il se trouve que vous avez évoqué M. Kadhafi à la tribune des Nations Unies. J'étais à ce moment-là dans la salle, je l'ai vu effectivement dans un discours très débridé qui a duré, normalement un discours doit durer 15 minutes, le sien a duré 45 minutes ou 55 minutes. Bon, mais voilà, c'était son idée en particulier. Mais en tout cas, vous avez très clairement dit aussi, le désaccord enrichit le dialogue et qu'évidemment la coopération est un impératif, comme l'a dit Kofi Annan. Moi, je rappelle aussi peut-être un ou deux points que même encore cette année, à l'Assemblée générale de l'ONU, la séquence de haut niveau de l'Assemblée générale qui se tient à la 3e semaine de septembre, j'ai assisté, il y avait encore 120 chefs d'État cette année. Et donc, si les chefs d'État viennent passer généralement 3-4 jours à New York en septembre, etc., ils n'ont pas de temps à perdre. S'ils viennent, c'est qu'il y a une utilité, parce que c'est évidemment là que se noue beaucoup de dialogues, soit dans les grandes séances de l'Assemblée, soit au contraire dans les couloirs ou dans les salles de réunion bilatérales ou trilatérales. Voilà, c'est encore à l'ONU que se passent ces grandes discussions, bien sûr. Et en particulier, alors vous l'avez dit, nous voulons une ONU forte et réformée, bien avec des États responsables et engagés. Je crois que je ne pourrais pas dire mieux. Et je crois qu'une des conclusions de ça, c'est que il me semble que tous vos discours vont dans le sens de rappeler que, comme vous l'avez dit, le multilatéralisme et la coopération est un impératif. Et moi, j'ajouterais donc, dans ce multilatéralisme, l'ONU, elle n'est pas parfaite, mais elle est indispensable et irremplaçable. Et donc, c'est à votre génération de l'adapter au XXIe siècle pour le dire, une ONU forte et réformée, comme vous l'avez dit. Merci beaucoup. Messieurs, dames, cela marque la fin des échanges sur cette crise du multilatéralisme. Je souhaite prendre un moment pour remercier tous les élèves qui ont participé à la compétition des discours. Mais je souhaite surtout féliciter Dylan, Lara, Cassandre et Victoria pour leur discours et pour avoir eu le courage de prendre la parole aujourd'hui. Mais surtout, merci à vous, Monsieur le Roi, pour votre temps et pour avoir communiqué avec nous aujourd'hui. Nous reconnaissons la chance immense que nous avons eue de vous entendre. Avant de vous quitter, je souhaite vous laisser sur des pistes de réflexion. En effet, si la crise du multilatéralisme impacte autant la jeunesse et les citoyens du monde, ne serait-il pas le moment de remédier au mieux à ce problème ? Serait-il bénéfique de réformer des institutions de l'ONU, telles que le Conseil de sécurité, de revenir sur le droit de veto, de s'assurer de la meilleure gestion des tensions géopolitiques afin d'éviter qu'elles interfèrent avec les accords, ou encore de veiller à ce que les accords multilatéraux soient moins chronophages. Même si cela sera le travail des délégués de l'Assemblée des jeunes durant cette conférence, l'impact et l'ampleur du phénomène ne peut qu'encourager tous les participants de cette conférence à y réfléchir.